Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Elle est considérée comme la petite sœur de la COP sur le climat et elle en est à sa 15e édition. La conférence des parties, donc de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, communément appelée la COP sur la désertification, s'ouvre ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour le continent, les défis restent les mêmes. Contrer l'avancée du désert et préserver les écosystèmes naturels. Pour en savoir davantage sur cet événement et surtout sur les solutions attendues face à la désertification, nous sommes avec Nikez Moulumbi. Il est le président de l'ONG Croissance Saine Environnement au Gabon et vice-président également du Conseil gabonais, donc du Conseil économique et social et environnemental donc du Gabon. Bonjour à vous, Nikez Moulumbi. Bonjour. Merci donc d'être en direct avec nous depuis Libreville. Je le disais, cette COP sur la désertification qui en est à sa 15e édition s'ouvre donc ce matin à Abidjan. Alors, quels sont les vrais enjeux de ce sommet? Déjà, je voudrais vous remercier. Et avant d'aller sur les vrais enjeux de ce sommet, il faudrait déjà rendre hommage au feu président Félix Houphouët-Boigny qui a bâti l'économie de son pays en partie sur l'économie rurale et agricole. Et donc, même si, d'entrée de jeu, je peux vous dire que les choix au niveau donc, de ce développement agricole n'ont pas été des choix des Ivoiriens, mais plutôt des choix du colonisateur, mais nous avons un peu vu ce que cela a apporté. Et donc, les enjeux aujourd'hui sont importants à double titre. Et c'est pour ça que le choix de la Côte d'Ivoire me semble être très intéressant, parce que nous vivons de plein fouet les questions de désertification au niveau de la Côte d'Ivoire. D'abord, il faudrait s'assurer de manière globale si les pays, et notamment partant donc de cette convention sur la désertification, ont mis en place leur stratégie nationale de neutralité de destruction des terres. Et à partir de ce moment, il faudrait donc la financer. Et je pense que le gros enjeu tourne au niveau donc de ce financement, mais aussi l'accès aux terres, mais aux terres fertiles de manière globale au niveau donc de l'Afrique. Et comme vous le savez, l'utilisation très poussée des pesticides et le manque de régulation, de contrôle sur les questions de pesticides ont fait que ces 30 dernières années, les terres ont été affectées. Et cela va donc créer une paupérisation. Et cela va donc créer une augmentation de la pauvreté, et cela va donc créer la famine, mais aussi un déséquilibre au niveau nutritionnel. Et là, vous comprenez pourquoi la FAO et la FAO est donc partenaire à cette réunion. Mais puisque nous sommes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, un des enjeux les plus importants auxquels la communauté internationale doit s'impliquer, c'est le financement de cette muraille verte qui aurait pu être une des solutions en termes de tampons, en termes d'arrêt de la désertification. C'est cette muraille verte on va revenir tout à l'heure sur cette fameuse muraille verte dont on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises ici. On va y revenir. Donc je rappelle juste que donc, cette COP 15 sur la désertification a pour principal thème terre, vie, patrimoine, donc d'un monde précaire vers un avenir prospère. Alors, quand on parle justement de la désertification, aujourd'hui, comment qualifie-t-on cette avancée ou ce phénomène d'avancée de la désertification? On sait que les pays sahélo-sahariens sont très touchés, mais qu'en est-il au-delà de cette bande sahélo-sahélienne? Est-ce qu'on sent cette avancée du désert se manifester? Mais absolument. C'est incontestable. Vous voyez vous-même le phénomène de vent et de poussière qui ne fait qu'affecter les zones sahéliennes. Vous savez que près de 2 milliards de forêts sont détruites liées justement à ce phénomène. Et vous avez même de plus en plus la rareté en termes de prélèvement de biodiversité. Mais il y a aussi ce phénomène de déplacement, même si nous ne souhaitons pas parler aussi de la question climatique, mais ce phénomène de déplacement lié donc au climat
où des personnes sont obligées d'aller de telle ville à telle autre ville. Il y a la rareté en eau, avec la question du pâturage, avec la question donc donc au niveau des éleveurs, vous avez la perte donc des bêtes et la question devient de plus en plus cruciale en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, ajouter à ça la question des terres qui devient maintenant une question conflictuelle où vous avez donc des conflits même dans certaines régions. Et là, nous pensons que les défis devraient tourner autour du financement. Et oui, l'eau, comme vous le savez, un des gros défis aujourd'hui, c'est de se dire, à la fois nous avons la question de la désertification, mais à la fois nous avons la question liée à l'impact sanitaire de cette désertification, et d'où l'intérêt pour les États aujourd'hui à mettre en place des processus comme une santé pour tous, le One Health, une santé pour tous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de plus en plus une contamination, ce que j'appellerais des maladies non transmissibles qui vont émerger dans cette bande sahélo-saharienne et même dans toute l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité aujourd'hui de s'appuyer sur un Conseil économique, social, environnemental de la Côte d'Ivoire qui est très dynamique pour qu'il puisse rendre un avis au chef de l'État Alassane Ouattara pour que de cet avis, on puisse bien avoir le niveau aujourd'hui d'évaluation des sites industriels et des services environnementaux, tant au niveau agricole. Mais il est important. Vous évoquez cette question relative au rôle de ces conseils économiques, sociaux et environnementaux. Alors, justement, vous êtes un membre, vous êtes vice-président du CSE au Gabon. Pensez-vous justement qu'au niveau des CSE, on prend suffisamment en compte ces menaces environnementales, mais surtout, est-ce que les recommandations sont habituellement mises en œuvre? Déjà, il faudrait saluer l'ouverture mais aussi l'ouverture politique parce que ces conseils contribuent déjà à consolider la démocratie participative dans nos États. Mais je pense aussi que de plus en plus, ces avis sont pris en compte parce que l'engagement de nos chefs d'État permet effectivement de faire extrêmement attention. Et les parlementaires ont besoin, vous savez que les conseils, on y retrouve toutes les classes de la société. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut en tirer suffisamment d'expertise. Mais il revient aussi, ce n'est pas parce qu'un avis est donné qu'il fonctionne seul. Il faut mettre les mécanismes d'externalisation, des mécanismes d'appropriation et les rendre publics. Une fois que les avis sont au Parlement, une fois que les avis sont adressés au chef de l'État, par derrière, il revient donc aux associations, aux chercheurs, aux universitaires d'animer les débats et de faire prendre conscience. Et je pense qu'aujourd'hui... Oui, désolé de vous interrompre. Je sens que le temps est en train de filer. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué cette grande muraille verte qui intéresse les différents conseils, en tout cas économiques, sociaux et environnementaux. Alors, justement, cette grande muraille verte qui devrait s'étaler sur d'ouest à l'est de l'Afrique sur 8000 km environ. À ce propos, pensez-vous réellement qu'aujourd'hui, on n'est pas plus face à un effet d'annonce plutôt qu'à une réalité concrète de sa réalisation? Je pense que le premier responsable de cette question devrait d'abord être les États autour donc, de cette muraille verte, donc les États de la CEDEAO et même certains de la SADC au regard de sa contribution à l'équilibre du trou de zone. Mais il est important aussi que l'Union africaine prennent cette préoccupation de la muraille verte comme une préoccupation fondamentale pour la paix. Parce que si elle n'est pas faite, de toutes les façons, nous allons vivre dans les années à venir des conflits dans le cas de déplacement de personnes. Mais il y a aussi la grosse problématique qui commence à être conflictuelle dans les pays sahélo-sahariens, c'est l'accès aux terres arables par les femmes. Et comme vous le savez, de moins en moins, les femmes ont accès aux terres arables. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes de distribution donc, des terres
pour permettre justement aux dames d'avancer. Vous-même, vous avez dit terre et vie, et donc terre et vie, mais terre patrimoine. Mais nous nous rendons compte que il y a aujourd'hui aussi un phénomène des initiatives au niveau international qui arrive à paupériser davantage encore les populations. Vous prenez par exemple des initiatives comme les forêts d'Afrique centrale, CAFI, mais qui va se poursuivre aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Si nous ne faisons pas attention, nous irons vers un accaparement des terres. Et donc la problématique d'accaparement des terres doit être aussi prise en compte aujourd'hui, mais il est important pour des pays comme la Côte d'Ivoire de mettre en place aussi des programmes de régénération de mangroves, parce que de plus en plus, les populations ont eu accès au bois de chauffe et ont donc rasé les mangroves, et la rareté en termes halieutiques se pose parce qu'il n'y a plus une reproduction des faîtières, et donc c'est un problème fondamental. Et il faut profiter donc de cette COP15 pour mettre en place aussi pour la jeunesse des programmes de sensibilisation, mais aussi les programmes d'économie verte en termes autant sur les sensibilisations que sur le financement éducatif. Alors justement, en parlant de financement, on sait tous que les fameux 100 milliards promis dans le cadre donc de la COP sur le climat, en tout cas depuis 2015, on peine à voir en tout cas la couleur de ces fonds. Pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'heure où le phénomène de la désertification est un phénomène, entre guillemets, qui concerne que certains continents, ou en tout cas où la réalité est plus visible, pensez-vous que mobiliser des financements contre la désertification sera vraiment tâche facile dans le contexte actuel? Mais écoutez, si nous ne mobilisons pas des fonds sur la désertification, rassurez-vous, chers amis, nous ouvrons une porte au conflit. Autant nous avons déjà du mal à régler les problèmes de conflit armé dans nos zones et territoires, mais cela va s'accélérer. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un leadership affirmé du président de la Commission de l'Union africaine, qui doit être présent sur l'ensemble des COP. La difficulté, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des fois l'Union africaine et les négociateurs africains qui, eux, ne rendent pas suffisamment compte à l'Union africaine qui doit prendre la relève au niveau institutionnel. Et donc, à partir de ce moment, comment comprenez-vous, comment pouvez-vous penser que l'Union européenne, qui est une communauté économique, est présente et partie en termes de négociation, et que l'Union africaine sous-traite donc cet engagement au groupe de négociateurs africains? Nous avons besoin de leur leadership et nous avons besoin qu'ils puissent davantage exiger auprès de la communauté internationale ce qui a été promis. Mais ceci passe aussi par un leadership de nos communautés économiques régionales, parce que ce sont elles qui ont ce mandat. Et bien évidemment, les États peuvent continuer leur plaidoyer au regard de leur biodiversité, au regard de leur fertilité de sol. Mais l'enjeu devrait faire prendre, Abidjan devrait faire prendre conscience aujourd'hui aux Africains avec le conflit qui se pose aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Nous allons donc avoir davantage des problèmes d'engrais, de fertilisants, de matières premières. Et donc, il y a nécessité d'avoir une réflexion globale qui nous permette donc de consolider notre production. Alors, je rappelle que donc l'événement qui s'ouvre aujourd'hui à Abidjan vise, selon l'ONU, je cite, elle portera donc cette COP une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Alors, sur le continent, on a quand même pas mal d'exemples d'États qui font des efforts, qui sont cités en exemple, en tout cas sur plusieurs plans, notamment en termes d'énergie propre. Je pense au Maroc. Vous êtes au Gabon. Globalement, si vous aviez à en tirer le meilleur exemple pour les autres pays du continent, qu'alliez-vous leur dire comme message à travers ces exemples? Écoutez, je pense que pour un pays comme le Maroc, que j'ai pratiqué de Tanger à Ouarzazate, de Ouarzazate à Oujda, je pense que le Maroc est un meilleur exemple. Il faut le dire, le leadership de Sa Majesté Mohamed VI le démontre de toutes les façons, tant sur l'agriculture. Et je pense aussi que le retour du Maroc à l'Union africaine devrait permettre donc de booster
l'agriculture des pays membres de l'Union africaine et le modèle énergétique en termes d'efficacité énergétique du Maroc est un modèle qui devrait être davantage exporté, vendu. Et toute une question aussi de diplomatie agissante et économique. Et donc, c'est au Maroc de soutenir tant l'Union africaine dans ce développement stratégique au niveau énergétique, mais aussi dans ce développement agricole. Nous l'avons ressenti un peu ces dernières années, mais je pense qu'elle devrait davantage être plus présente, et j'allais dire même plus agressive dans ces modèles. Et de plus en plus, si nous ne faisons pas attention, l'accaparement des terres se fera davantage au détriment donc des pays du Nord que d'un renforcement des capacités entre pays du Sud. Et donc, il faudrait donc ce renforcement des capacités Sud-Sud pour permettre que ce soit dans l'élevage comme dans l'agriculture. Le Maroc a des atouts qui n'est pas démontré. Et vous voyez même qu'aujourd'hui, avec la guerre d'Ukraine et de la Russie, les pays européens tentent de passer par le Maroc pour essayer de s'alimenter. Et donc, le Maroc a une position stratégique, mais je pense qu'elle devait affiner sa position avec les pays du Sud davantage. Merci à vous, Nikez Moulombi. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Croissance Saine et Environnement au Gabon. Au Gabon, vous êtes aussi le président, ou le vice-président plutôt, donc du Conseil économique, social et environnemental. Merci à vous et très bonne journée du côté de Libreville. Merci. Deuxième vice-président pour votre précision. Merci. Deuxième vice-président donc du CSE au Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediennews.com. Bonne journée et bon début de semaine sur Médien TV.